Bonjour, chers amateurs d'histoires épiques. Si vous êtes passionnés par les royaumes ancestraux, les secrets royaux et les rebondissements qui défient le destin, alors préparez-vous pour un voyage inoubliable. Accrochez-vous, car aujourd'hui, nous allons plonger dans la légende du prince caché de Valdevira, une saga d'amour, de trahison et d'une vérité qui est restée figée pendant 30 ans. Si vous aimez les contes médiévaux avec une touche de mystère et beaucoup d'émotion, n'oubliez pas de liker cette vidéo et préparez-vous à percer les secrets d'un prince abandonné, destiné à ébranler les piliers du pouvoir. Dans un royaume ancestral, où la lignée royale elle-même dictait le destin de tous, une prophétie murmurée attendait son heure. Un enfant, livré à la merci d'une tempête implacable, était prédestiné à se lever et à secouer les structures du pouvoir. 30 ans de secrets étaient sur le point de s'effondrer. Et lorsque la vérité émergerait des ombres, même les plus orgueilleux devraient s'incliner devant celui qu'ils avaient jadis méprisé. La tempête faisait rage avec sauvagerie à travers les montagnes de Valdevira par une nuit d'hiver glaciale. La neige tombait comme des larmes gelées, recouvrant la forêt d'un manteau blanc et silencieux. Au milieu des ombres, une silhouette solitaire avançait péniblement, serrant contre sa poitrine un petit paquet de couvertures. C'était Marcos, un fidèle serviteur de la maison royale depuis 20 ans, sentant chaque pas dans la neige profonde, plus lourd que le précédent. Ce n'était pas seulement le vent mordant qui rendait sa marche difficile, mais le poids écrasant de l'ordre qu'il exécutait. « Débarrassez-vous de l'enfant », avait ordonné le duc Rodrigo d'une voix glaciale. Le roi ne peut avoir un bâtard qui menace la stabilité du royaume. Le petit paquet dans ses bras laissa échapper un faible cri, presque inaudible sous le hurlement du vent. Marcos s'arrêta et, un instant, révéla le visage du bébé. Des yeux couleur d'ambre, identiques à ceux du roi Édouard, le regardaient avec une innocence touchante. Le médaillon royal suspendu au cou de l'enfant brillait légèrement sous la lumière de la lune qui filtrait à travers les nuages. « Pardonnez-moi, petit prince », murmura-t-il, tandis qu'une larme solitaire gelait sur sa joue. Avec des mains tremblantes, il déposa le bébé sous un vieux chêne, protégé seulement par les épaisses couvertures. Il plaça à côté une petite bourse contenant le médaillon et une lettre scellée. Il ne pouvait pas obéir complètement à l'ordre du duc. Il ne pouvait pas tuer le fils de son roi. En s'éloignant, les pleurs du bébé s'intensifièrent, comme si l'enfant comprenait l'abandon. Marcos accéléra le pas, essayant d'étouffer le son par la distance, mais chaque gémissement était un poignard dans sa conscience. Il n'avait pas parcouru 100 pas qu'un loup hurla à proximité. Marcos se paralysa, horrifié par ce qui pourrait arriver. Mais avant qu'il ne puisse revenir, il aperçut au loin une lumière s'approchant de l'arbre où il avait laissé l'enfant. C'était Mathilde, la guérisseuse de la montagne, connue par certains comme une sorcière, mais respectée par tous comme une femme sage. L'aînée, comme guidée par une force surnaturelle, était sortie au milieu de la tempête et recueillait maintenant le petit prince abandonné. Les desseins du destin sont mystérieux, pensa Marcos en observant la femme bercer le bébé. Le serviteur se perdit dans la tempête avec la certitude qu'au moins l'enfant aurait une chance de vivre, bien que loin du trône qui lui appartenait par le sang. Le soleil du matin filtrait par les fentes de la petite cabane en bois, éclairant le visage concentré d'Adriane. À 18 ans, ses mains travaillaient avec la précision d'un maître alchimiste alors qu'il mélangeait des herbes dans un mortier de pierre. À ses côtés, Mathilde souriait avec une fierté maternelle. « Tu as un don, mon fils, » dit l'aîné, observant le jeune homme préparer un remède contre la fièvre du fils du bûcheron. « Tes mains guérissent tout ce qu'elles touchent, comme si la nature elle-même t'avait choisi comme son instrument. » Adriane sourit sans lever les yeux de son travail. Il avait grandi sous la tutelle de Mathilde, apprenant les secrets des plantes médicinales, le langage des animaux de la forêt et la lecture des étoiles. La cabane en haut de la montagne, isolée du village d'Altoroble, avait été son unique foyer depuis qu'il avait mémoire. « Tu penses que le petit Thomas ira mieux avec ça ?» demanda-t-il, montrant le liquide verdâtre qu'il venait de préparer. « Sans aucun doute, » répondit Mathilde. « Mais souviens-toi, ce n'est pas seulement le remède qui guérit, mais l'intention avec laquelle tu le prépares. La vie en montagne
avait doté Adrian de capacités inhabituelles. Il pouvait prévoir les tempêtes en observant le vol des oiseaux, trouver de l'eau souterraine en se guidant par le comportement de certains insectes, et ces remèdes naturels étaient recherchés même par des personnes de villages lointains. La nuit, lorsque les habitants d'Altoroble dormaient, Adrian s'aventurait seul dans la forêt. Il se déplaçait dans les ombres avec l'agilité d'un loup, escaladait les arbres les plus hauts avec la dextérité d'un écureuil et pouvait rester immobile pendant des heures, observant les animaux nocturnes. Cependant, il y avait des questions qui tourmentaient son esprit et que même Mathilde ne pouvait pas répondre complètement. Qui étaient ses vrais parents? Pourquoi l'avait-il abandonné au milieu d'une tempête? Que signifiait le médaillon que Mathilde gardait jalousement dans un coffre sous son lit? La vérité viendra quand tu seras prêt à l'affronter, était la réponse habituelle de l'aîné lorsqu'il s'enquérait de son origine. Les leçons de Mathilde allaient au-delà des remèdes et de la survie. Elle lui avait appris à lire et à écrire, chose inhabituelle pour un jeune homme de sa condition apparente. Elle lui racontait des histoires de royaumes lointains, de batailles épiques et de lignées royales, comme si elle voulait le préparer à quelque chose de plus grand que la vie en montagne. « Souviens-toi toujours, Adrian, lui disait-elle fréquemment, qu'un homme ne vaut pas par son berceau, mais par ses actes. La vraie noblesse est dans le cœur, pas dans le sang. » Et ainsi, entre leçons de sagesse ancienne et le développement de ses dons naturels, Adrian grandit fort et sage, mais avec un vide en lui qu'aucune connaissance ne pouvait combler. Parfois, les nuits de pleine lune, il montait au sommet de la montagne et regardait le lointain château de Valdevira, ressentant une connexion inexplicable avec ce lieu qu'il pouvait à peine distinguer à l'horizon. « Un jour, murmurait-il au vent, je découvrirai qui je suis vraiment. Vous aimez ce voyage épique? Cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous montrer que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. » L'hiver était arrivé avec une sévérité particulière sur la montagne. La neige recouvrait le toit de la cabane et le vent sifflait à travers les fentes du bois. Adrian, maintenant âgé de 30 ans, préparait des infusions et des cataplasmes avec des mains tremblantes. Mathilde, alitée, respirait avec difficulté tandis que la fièvre consommait ses dernières forces. « Mes remèdes ne fonctionnent pas », murmura Adrian avec désespoir, agenouillé au chevet de celle qui avait été sa mère toute sa vie. « Dis-moi, que puis-je faire d'autre? Quelle autre plante puis-je chercher ?» Mathilde sourit faiblement et prit la main de son fils adoptif entre les siennes, ridées et froides. « Il n'y a pas de remède au passage du temps, mon fils, » dit-elle d'une voix brisée. « Mon chemin en ce monde touche à sa fin, mais le tien ne fait que commencer. » Une crise de toux interrompit ses paroles. Adrian la retint délicatement, essuyant la sueur de son front avec un linge humide. Lorsque l'aîné se calma, ses yeux, bien que voilés par la maladie, brillèrent d'une intensité renouvelée. « L'heure de la vérité est arrivée, » murmura-t-elle. « Aide-moi à m'asseoir avec précaution. » Adrian installa Mathilde et plaça des oreillers derrière son dos. L'aîné désigna une planche lâche au sol près de la cheminée. « Là, mon fils, soulève-la. » Adrian obéit et découvrit un petit compartiment secret. À l'intérieur, il y avait un coffre en bois sculpté de symboles qu'il reconnut immédiatement, les mêmes que ceux qui ornaient le médaillon que Mathilde lui avait montré à de rares occasions. « Apporte-le » ordonna l'aîné d'une main tremblante. Adrian posa le coffre sur le lit. Mathilde l'ouvrit lentement, révélant son contenu. Le médaillon d'or avec l'écusson de la maison royale de Valdevira, une lettre scellée à la cire rouge et un petit portrait miniature d'une belle jeune femme. « Je t'ai trouvé il y a 30 ans, pendant la pire tempête que ces montagnes aient jamais vue, » commença Mathilde, en lui tendant le médaillon. « Quelqu'un t'avait abandonné sous le vieux chêne, non par cruauté, mais pour te sauver. » Adrian sentit que le monde s'arrêtait tandis qu'il observait le médaillon dans sa main. L'écusson montrait une aigle couronnée sur un champ d'étoiles, le symbole incomparable de la royauté de Valdevira. « Ce médaillon n'est porté que par les membres de la famille royale, » continua Mathilde. « Et cette lettre, je ne l'ai jamais ouverte car elle n'était pas pour moi, mais pour toi, lorsque tu serais assez fort pour affronter ton destin. » Adrian prit l'enveloppe d'une main tremblante. Le sceau de cire était intact, attendant d'être brisé après 3 décennies. « Vous êtes en train de dire que je... » Les mots s'étranglèrent dans sa gorge. «
Tu es le fils du roi Édouard de Valdevira, confirma Mathilde. Né d'un amour interdit avec une dame de la cour. On t'a abandonné pour te protéger de ceux qui voyaient en toi une menace pour leurs ambitions. La révélation tomba sur Adrian comme une avalanche. Des fragments de rêves récurrents, des sensations inexplicables lorsqu'il regardait le château, son étrange affinité avec le pouvoir et le leadership, tout prenait sens maintenant. « Pourquoi me le dites-vous maintenant ?» demanda-t-il avec un mélange de confusion et de douleur. « Parce que le roi n'est pas en danger, » répondit Mathilde avec urgence. « Le roi Édouard est malade, sans héritier reconnu. Les nobles complotent, et celui qui a ordonné ton abandon cherche à usurper le trône. » Avec ses dernières forces, Mathilde prit le visage d'Adrian entre ses mains. « Promets-moi que tu chercheras la vérité, que tu réclameras ce qui t'appartient de droit. Non par ambition, mais par justice. » Adrian, les larmes aux yeux, acquiesça solennellement. « Je promets, mère. Je découvrirai ma véritable origine et je protégerai l'héritage qu'ils ont essayé de me voler. » Cette nuit-là, tandis que Mathilde dormait d'un sommeil agité, Adrian brisa le sceau de la lettre et commença à lire les mots écrits 30 décennies plus tôt. Des mots qui changeraient son destin pour toujours. Envie de continuer à suivre cette histoire? Laissez un commentaire en disant quelle est votre partie préférée jusqu'à présent. Valdevira s'étendait majestueuse sous le soleil printanier. De la colline où Adrian s'était arrêté, il pouvait contempler la capitale dans toute sa splendeur, le château aux tours blanches et aux étendards bleus dominant le paysage, les remparts de pierre entourant la vieille ville, et au-delà, les champs fertiles et les vignobles qui avaient fait prospérer le royaume pendant des générations. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la mort de Mathilde. Après l'avoir enterré dans sa montagne bien-aimée, Adrian était parti pour la capitale avec juste l'essentiel. Quelques herbes médicinales, la lettre révélatrice, le médaillon royal caché sous ses vêtements et un cœur partagé entre le deuil et la détermination. En descendant vers la ville, il observa les paysans travaillant dans les champs. Ils semblaient prospères, mais quelque chose dans leur visage trahissait de l'inquiétude. Dans les auberges du chemin, il avait entendu des rumeurs sur l'état du royaume. Le roi Édouard, jadis fort et juste, était alité depuis des mois par une mystérieuse maladie que les médecins royaux ne parvenaient pas à guérir. On dit que le roi ne passera pas l'été, commentait un marchand à la taverne la veille. Et sans héritier légitime, les loups montrent déjà les crocs. Le duc Rodrigo règne déjà pratiquement, ajouta un autre. Ces hommes contrôlent les portes de la ville et collectent des impôts qui n'arrivent jamais dans les coffres royaux. Adrian écoutait en silence, absorbant chaque détail. Le nom du duc Rodrigo figurait dans la lettre que Mathilde lui avait remise, désigné comme le responsable de son abandon, l'homme qui avait menacé de le tuer si le roi le reconnaissait publiquement comme son fils. En arrivant aux portes de la ville, il remarqua la tension immédiate. Des gardes avec l'emblème du duc, non du roi, examinaient chaque visiteur avec méfiance. Les marchands payaient des taxes excessives pour entrer avec leurs marchandises, tandis que les nobles de moindre rang étaient traités avec dédain. Une fois à l'intérieur, la ville révélait 2 visages. L'opulence des quartiers nobles avec leurs manoirs et jardins contrastait avec la pauvreté croissante des districts communs. Sur la place centrale, un groupe d'héros lisait des proclamations royales, mais Adrian remarqua que le sceau qu'il montrait n'était pas celui du roi, mais celui du Conseil royal, dominé par Rodrigo. Le roi Édouard, dans son infinie sagesse, a délégué l'administration du royaume au Conseil pendant qu'il retrouve ses forces, annonçait l'héros. Toutes les affaires doivent être dirigées vers le duc Rodrigo, protecteur temporaire de Valdevira. Les murmures parmi la foule révélaient le mécontentement. Protecteur temporaire, plutôt un ambitieux usurpateur, murmura une aînée à ses côtés. Adrian se mêla aux gens, écoutant des conversations, observant. Il apprit que plusieurs nobles fidèles au roi avaient été éloignés de la cour sous divers prétextes, que la garde royale avait été réduite et remplacée par les hommes du duc, que personne, à l'exception du médecin royal et de quelques serviteurs choisis, ne pouvait voir le roi. Au crépuscule d'une taverne près du château,
Adrian observait les allées et venues des courtisans. C'est alors qu'il la vit pour la première fois, une femme d'âge mûr avec la posture élégante de celle qui avait servi à la cour toute sa vie, mais avec un regard triste qui semblait porter de douloureux secrets. Quelque chose sur son visage lui parut étrangement familier. « Qui est-elle » demanda-t-il au tavernier, désignant discrètement. « Dame Isabelle, dame de compagnie de la défunte reine, l'une des rares personnes de confiance qui restent au château, » répondit l'homme, baissant la voix. « On dit qu'elle fut une amie intime du roi dans sa jeunesse, avant qu'il ne se marie par obligation avec la princesse d'Altamar. » Adrian sentit son cœur s'accélérer. Le portrait miniature que Mathilde lui avait remis montrait une jeune femme avec les mêmes traits que dame Isabelle 30 ans auparavant. « Ma mère ?» pensa-t-il en la voyant disparaître par les portes du château. Cette nuit-là, dans la chambre qu'il avait louée, Adrian traça son plan. Il devait entrer au château, approcher le roi, découvrir toute la vérité sur sa naissance et, surtout, comprendre la maladie qui affligeait son père. Pour cela, il aurait besoin d'alliés, d'informations et d'une identité qui lui permettrait de se mouvoir à la cour sans éveiller de soupçons. « Demain, » se dit-il, en contemplant le médaillon royal à la lumière d'une bougie, « ma véritable mission commence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos remplies de mystères et d'aventures. » Le ministre du Commerce, Don Augusto Mendoza, était connu pour deux choses, sa méticulosité avec les chiffres et sa migraine chronique. Adrian avait étudié ses habitudes pendant une semaine, l'observant depuis la place lorsqu'il quittait le château pour se rendre à la chambre de commerce. Tous les après-midi, le ministre s'arrêtait à la même apothicairerie, cherchant un soulagement à son mal-être. « Ces remèdes sont inutiles », se plaignait Don Augusto à l'apothicaire tous les jours. « La douleur est pire, et ces préparations ont le goût d'urine de chèvre. » Adrian choisit ce moment pour s'approcher. « Pardonnez mon audace, monsieur », intervint-il avec une humilité étudiée. « J'ai remarqué votre mal-être et je pourrais peut-être vous offrir une solution. » Le ministre le regarda avec scepticisme. « Et qui êtes-vous pour offrir ce que les médecins royaux n'ont pas réussi à obtenir ? » « Juste un herboriste des montagnes du Nord, monsieur. Mon nom est Adrian. Ma maîtresse m'a enseigné d'anciens remèdes, oubliés par la médecine moderne. » 2 heures plus tard, dans le bureau privé du ministre, Adrian préparait une infusion avec les herbes qu'il portait toujours avec lui. L'arôme frais et mentholé emplit la pièce tandis que Don Augusto observait avec curiosité. « Buvez ceci lentement », indiqua Adrian, lui offrant la tasse fumante. « La douleur commencera à s'estomper en quelques minutes. » Le ministre but avec méfiance, mais son expression changea graduellement tandis que la douleur qui l'avait tourmenté pendant des années commençait à se dissiper. « Par tous les dieux !» s'exclama-t-il stupéfait. « C'est comme si un brouillard se levait de mon esprit. » Ce fut le premier pas. En moins d'une semaine, Adrian était devenu l'assistant personnel du ministre du Commerce, avec accès au château et au cercle proche du pouvoir. Ses connaissances en herbes médicinales, combinées à une intelligence aiguë pour les chiffres et le commerce, impressionnèrent non seulement Don Augusto, mais aussi plusieurs membres de la cour. « Le jeune Adrian a un don », commentaient les courtisans, lorsqu'il parvenait à soulager les migraines, les douleurs articulaires ou les inconforts digestifs avec ses préparations. Mais son véritable objectif restait inatteignable. Le roi Édouard était isolé dans ses appartements, gardés par des hommes loyaux au duc Rodrigo. Pendant ce temps, Adrian observait, apprenait les rituels complexes de la cour et, surtout, cherchait dame Isabelle. Il la trouva finalement dans les jardins intérieurs, où la dame avait l'habitude de se promener seule au crépuscule. Sous prétexte de lui remettre un remède contre son insomnie, à la demande du ministre, Adrian s'approcha d'elle. « Mes remerciements, jeune homme, » dit Isabelle, prenant le petit flacon. Quelque chose dans les yeux d'Adrian la fit s'arrêter. « Nous nous sommes déjà rencontrés ? Il y a quelque chose de familier dans votre visage. » Adrian sentit son cœur s'accélérer. « Je ne crois pas, madame. Je suis nouveau à la cour. »« Vos yeux, » murmura-t-elle, l'étudiant avec intensité, « sont comme ceux du roi. »« Vous osez suggérer ?» dit Adrian à voix basse. Le visage d'Isabelle pâlit. D'une main tremblante, elle toucha la joue d'Adrian. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Vous
Vous êtes mort il y a 30 ans. On m'a dit que vous étiez mort. J'ai été abandonné dans les montagnes pendant une tempête, répondit-il, sentant un nœud dans la gorge. Une guérisseuse m'a trouvé et m'a élevé comme son fils. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Isabelle. Avec précaution, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne les observait, elle prit Adrian par le bras et le conduisit dans un coin retiré du jardin, protégé par de hauts arbustes. « Mon fils !» sanglota-t-elle, l'embrassant avec la force accumulée de 3 décennies de douleur. « Mon petit, tous les jours de ma vie, j'ai pleuré votre perte. » Pendant l'heure qui suivit, tandis que les ombres s'allongeaient dans le jardin, Isabelle lui raconta l'histoire complète. Leur amour secret avec le roi quand ils étaient jeunes, avant son mariage arrangé. La naissance cachée, la menace du duc Rodrigo, cousin du roi et le plus proche dans la ligne de succession, qui avait découvert l'existence du bébé et menacé d'un scandale qui déstabiliserait le royaume. « Édouard voulait te reconnaître », expliqua-t-elle entre les larmes. Mais le conseil était divisé et Rodrigo menaçait de guerre civile. On nous a dit que tu avais été emmené loin, dans une famille noble aux confins du royaume. Des années plus tard, on nous a informé de ta mort dans un accident. Et la reine ? Demanda Adrian. Elle n'a jamais pu donner d'héritier au roi. Elle est morte il y a 5 ans, consumée par la tristesse de ne pas pouvoir concevoir. Édouard ne l'a jamais aimée comme il m'a aimé, mais il la respectait et la traitait avec dignité. Pendant qu'il parlait, Adrian remarqua quelque chose qu'il n'avait pas perçu auparavant. Un garde du corps discret qui suivait Isabelle à distance. « Qui est-il » demanda-t-il désignant du regard. « Lorenzo, capitaine de la garde personnelle du roi, l'un des rares qui restent loyaux. Édouard l'a désigné pour me protéger. Je crois qu'il a toujours soupçonné que Rodrigo connaissait notre secret. » Adrian hocha la tête, comprenant les réseaux complexes de loyauté et de trahison qui tissaient la cour. « J'ai besoin de voir le roi, » dit-il finalement. « Mon père doit savoir que je suis vivant avant qu'il ne soit trop tard. » Isabelle prit ses mains entre les siennes. « C'est dangereux, mon fils. Rodrigo contrôle chaque accès aux appartements royaux. Mais peut-être y a-t-il un moyen. » Lorsqu'ils se séparèrent, avec la promesse de se retrouver, Adrian savait qu'il avait franchi une étape cruciale. Il n'était plus seul dans sa mission. Il avait sa mère, et bientôt, il l'espérait, il aurait l'occasion de rencontrer l'homme dont le sang coulait dans ses veines. Êtes-vous intrigué par ce qui va se passer? Laissez un j'aime et partagez cette vidéo avec vos amis. Le printemps avait revêtu les jardins du palais d'un manteau de couleurs. Rosès, jasmin et lys rivalisaient pour parfumer l'air, tandis que les oiseaux chantaient parmi les arbres centenaires. Adrian marchait sur un sentier isolé, étudiant les plantes médicinales du jardin royal, lorsqu'un son attira son attention, le doux sanglot d'une femme. Suivant le son, il trouva une jeune femme assise sur un banc de pierre près d'une fontaine. Elle portait une élégante robe bleue, brodée de fils d'argent, et ses cheveux noirs tombaient en vagues sur ses épaules. Quand elle leva le visage, Adrian fut momentanément à bout de souffle. Elle était magnifique, avec des yeux couleur violette et des lèvres qui, même tristes, semblaient dessinées pour sourire. « Pardonnez mon intrusion, madame », dit Adrian en faisant une révérence. « Je n'avais pas l'intention de troubler votre moment d'intimité. » La jeune femme sursauta et essuya rapidement ses larmes avec un mouchoir de soie. « Ne vous inquiétez pas, » répondit-elle d'une voix mélodieuse, bien qu'étranglée par les pleurs. « Les jardins sont pour tous les habitants du palais. » Adrian reconnut alors la duchesse Helena, nièce du duc Rodrigo, et, selon les rumeurs de la cour, promise au comte de Monteferro, un noble âgé mais immensément riche. « Je suis Adrian, assistant du ministre du Commerce, » se présenta-t-il. « Puis-je vous aider ? J'ai des connaissances en remèdes naturels qui pourraient me soulager tout mal-être. » Un léger sourire apparut sur les lèvres d'Helena. « À moins que vous n'ayez un remède pour un cœur obligé de se marier sans amour, je crains que vous ne puissiez pas m'aider. » La franchise de la jeune femme surprit Adrian. Au cours de ses semaines à la cour, il avait appris que les mots directs étaient rares parmi les nobles, qui préféraient cacher leurs vrais sentiments derrière des courtoisies élaborées.
Peut-être que je ne peux pas guérir cela, répondit-il avec honnêteté, mais je peux vous offrir un moment de conversation sincère, quelque chose qui semble manquer en ce lieu. Helena l'étudia avec curiosité, comme pour évaluer si elle pouvait lui faire confiance. Finalement, elle lui fit signe de s'asseoir à ses côtés. « Savez-vous qui je suis » demanda-t-elle. « La duchesse Helena d'Altamar, nièce du duc Rodrigo » répondit Adriane. « Et, dit-on, le joyau le plus précieux de la cour. Le joyau que mon oncle a l'intention de vendre au meilleur enchérisseur, corrigea-t-elle avec amertume. Le comte de Monteferro a 65 ans et a déjà enterré 3 épouses, mais il possède des mines d'argent dans les montagnes de l'Est, et mon oncle a besoin de son soutien pour ses ambitions. Adriane écouta attentivement, surpris par la clarté avec laquelle Helena voyait les machinations politiques autour d'elle. « Et le roi ne peut-il pas intervenir » demanda-t-il prudemment. « Le roi peut à peine respirer sans l'approbation de mon oncle » répondit Helena avec tristesse. Sa maladie l'a tellement affaibli que le conseil, dominé par Rodrigo, prend toutes les décisions importantes. Au cours des semaines suivantes, Adriane et Helena se rencontrèrent régulièrement dans les jardins. Ce qui avait commencé comme des conversations informelles se transforma en discussions profondes sur la philosophie, la littérature, la médecine et, avec une confiance croissante, la politique. « Mon oncle n'est pas seulement ambitieux, il est impitoyable », confessa Helena un après-midi alors qu'il se promenait parmi les rosiers. Les serviteurs murmurent que la maladie du roi n'est pas naturelle, qu'elle a commencé après que mon oncle a insisté pour nommer un nouveau cuisinier royal. « Empoisonnement », murmura Adriane, bien qu'il s'en doutât déjà. « Je n'ai pas de preuves », répondit Helena, « mais je connais mon oncle. Il ferait n'importe quoi pour s'asseoir sur le trône. » L'attirance entre eux grandissait à chaque rencontre. Adriane se surprenait à penser à elle pendant la journée, anticipant leur conversation, admirant non seulement sa beauté, mais aussi son intelligence et sa bravoure. Helena, à son tour, découvrit en Adriane quelque chose qu'elle n'avait jamais trouvé à la cour, l'authenticité. « Il y a quelque chose de différent en vous », lui dit-elle un jour, alors que leurs doigts se frôlaient accidentellement en ramassant la même fleur tombée. « Vous ne jouez pas le jeu des apparences comme les autres. Vos mots ont du poids parce qu'ils viennent du cœur. » Adriane savait qu'il marchait sur un terrain dangereux. Helena était noble, promise à un autre homme, nièce de son ennemi. Il était, aux yeux de la cour, un simple assistant sans titre ni fortune. Mais chaque fois qu'ils étaient ensemble, les barrières sociales semblaient se dissoudre. « Parfois, j'ai l'impression de vous connaître d'une autre vie », confessa Helena lors de leur dernière rencontre, alors que le soleil se couchait derrière les tours du château. Comme si nos âmes s'étaient déjà rencontrées. Adriane prit sa main avec délicatesse, un geste interdit, une ligne franchie. « Peut-être bien, » répondit-il, sentant que son cœur se divisait entre sa mission de justice et ce nouveau sentiment qui s'épanouissait inopinément. « Ou peut-être sommes-nous en train d'écrire une histoire que personne n'a racontée auparavant. Ce que ni l'un ni l'autre ne savait, c'est que, des ombres d'un cyprès voisin, une espionne au service du duc Rodrigo observait leur rencontre, enregistrant chaque mot, chaque geste, chaque regard partagé. Martha, la femme de chambre personnelle d'Helena. La conspiration et l'amour étaient désormais inextricablement liés et le temps s'écoulait pour tous les intéressés. Si vous encouragez ce couple, abonnez-vous à la chaîne pour plus de moments romantiques et pleins de dangers. Le salon privé du duc Rodrigo resplendissait de luxe. Tapisseries de soie importées de terres lointaines, chandeliers en or massif et meubles sculptés par les meilleurs artisans du royaume. Assis derrière un bureau en ébène, le duc étudiait les rapports que son réseau d'espions lui avait remis ce matin-là. Ainsi, ma chère nièce trouve du réconfort dans les bras d'un simple assistant, murmura-t-il, passant ses doigts sur sa barbe parfaitement taillée. Intéressante distraction, mais facile à éliminer. Devant lui, 3 hommes attendaient ses ordres. Le comte Sébastien, son allié le plus proche au conseil royal, Victor, le capitaine de sa garde personnelle, et Thomas, son principal espion à la cour. « Que savons-nous réellement de cette Adriane ?» demanda le duc, levant les yeux des papiers. « Il est arrivé il y a 2 mois, Seigneur »,
répondit Thomas. Il a gagné la faveur du ministre du Commerce avec des remèdes à base de plantes. Depuis, il a établi le contact avec plusieurs membres de la cour, offrant des remèdes pour divers maux. Ses connaissances médicales sont impressionnantes, ajouta le comte Sébastien. Même certains nobles qui vous soutiennent ont eu recours à ses services. Le duc fronça les sourcils. Et son passé? Il dit venir des montagnes du Nord, élevé par une guérisseuse, mais il y a des lacunes dans son histoire, des détails qui ne correspondent pas, expliqua Thomas. Et il y a quelque chose de plus inquiétant. Je l'ai vu rencontrer secrètement Dame Isabelle. Un silence tendu plana dans la pièce. Tous connaissaient l'histoire entre Isabelle et le roi, un secret de polichinelle que le duc avait utilisé pendant des années à ses propres fins. Isabelle! Le duc se leva lentement, son esprit travaillant à toute vitesse. Décrivez son apparence, Thomas, avec des détails. L'espion obéit, mentionnant la taille d'Adriane, son allure, la couleur de ses yeux. Ambre, interrompit le duc. Vous avez dit que ses yeux sont de couleur ambre? Oui, monseigneur. Comme ceux du roi, compléta Rodrigo, frappant le bureau du poing. Maudit! J'aurais dû m'assurer personnellement de sa mort il y a 30 ans. Le comte Sébastien pâlit. Vous suggérez que cet homme est le bâtard qui aurait dû mourir dans les montagnes? Confirmé, dit le duc, sa voix froide comme l'acier. Le fils d'Édouard et d'Isabelle, qui pourrait réclamer des droits au trône. Le duc commença à faire les 100 pas dans la pièce, son esprit élaborant des plans et des contingences. Nous devons agir avec prudence, avertit-il. S'il est celui que je soupçonne, l'éliminer directement pourrait soulever des questions. Nous devons d'abord le discréditer, l'éloigner de la cour, et surtout de ma nièce. Pendant ce temps, dans la bibliothèque royale, Adriane rencontrait discrètement Lorenzo, le capitaine de la garde personnelle du roi et protecteur d'Isabelle. La situation empire de jour en jour, informa Lorenzo à voix basse. Le roi peut à peine se lever de son lit. Les médecins sont déconcertés, mais personne n'ose suggérer un empoisonnement. J'ai besoin de voir ses symptômes, insista Adriane. Si c'est ce que je soupçonne, je peux préparer un antidote. Lorenzo acquiesça. Isabelle a convaincu la femme de chambre du roi de nous laisser entrer cette nuit lorsque les gardes du duc changeront de poste. Ce sera risqué. Adriane savait qu'il s'approchait du cœur du danger, mais il n'avait pas d'alternative. Pendant ce temps, il avait commencé à former son propre réseau d'alliés. Des serviteurs reconnaissants pour ses remèdes, des gardes impressionnés par sa connaissance de la stratégie militaire, même quelques nobles mécontents du pouvoir croissant du duc. J'ai trouvé autre chose, ajouta Lorenzo, lui tendant un parchemin roulé. Isabelle m'a demandé de chercher dans les archives royales. C'est une copie du registre de mariage secret entre le roi et Isabelle, célébré par l'ancien grand prêtre avant que le roi ne soit obligé d'épouser la princesse d'Altamar. Adriane déroula le document d'une main tremblante. Là se trouvait la preuve qu'il n'était pas un bâtard, mais le fils légitime et aîné du roi Édouard. Cela change tout, murmura-t-il, sentant le poids de la révélation. Et le rend plus dangereux, avertit Lorenzo. Si le duc découvre ce document, non seulement vous serez en danger, mais aussi Isabelle et quiconque vous soutient. Ce même après-midi, alors qu'Adriane retournait à ses quartiers, Victor, le capitaine de la garde du duc, l'intercepta dans un couloir désert. « Le duc Rodrigo sollicite votre présence immédiatement », annonça-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Adriane comprit qu'il avait été découvert. Son esprit évalua rapidement les options. Affronter le duc signifierait révéler ses intentions avant d'être préparé. Refuser confirmerait les soupçons. « Bien sûr », répondit-il avec un calme étudié. Ce sera un honneur de rencontrer enfin l'oncle de la duchesse Helena. La mention d'Helena était délibérée, un rappel que sa relation avec la nièce du duc était connue et pourrait compliquer toute action directe contre lui. En suivant Victor dans les couloirs du château, Adriane toucha discrètement le médaillon royal caché sous ses vêtements. Le moment de la vérité approchait plus vite qu'il ne l'avait prévu. Vous sentez la tension ? Aimez cette vidéo si vous êtes impatient de voir ce qui se passera ensuite. La pleine lune éclairait le jardin secret, un petit coin muré dans les vastes terres du palais, connu de peu et visité par moins encore. Helena attendait assise sur un banc de pierre, sa silhouette éthérée sous la lumière argentée. Quand Adriane apparut parmi les buissons de jasmin,
Son visage portait les marques de la tension récente. « Je craignais que vous ne veniez pas, » dit Helena, se levant pour le recevoir. « Quand mon oncle vous a convoqué cet après-midi, ce fut une conversation intéressante, » répondit Adrian, prenant ses mains avec douceur. « Votre oncle est un homme perspicace. Il m'a offert un poste de médecin dans sa maison personnelle. Avez-vous accepté ?» demanda Helena alarmée. « Je lui ai dit que c'était un honneur, que je devrais y réfléchir attentivement, » expliqua Adrian. « En réalité, il essaie de me surveiller. Il me soupçonne. » Ils s'assirent ensemble, leurs épaules se frôlant légèrement. Le parfum d'Helena, un subtil mélange de rose et de vanille, enveloppait Adrian comme un sortilège. Ils avaient partagé tant de conversations, tant de regards furtifs, mais ils n'avaient jamais parlé de ce qu'ils sentaient tous deux grandir entre eux. « Helena » commença Adrian, sa voix plus grave que d'habitude. « Il y a quelque chose que je dois vous avouer. Quelque chose qui changera la façon dont vous me voyez. Vous êtes marié ?» demanda-t-elle, à moitié en plaisantant, essayant de soulager la tension qu'elle percevait en lui. Adrian sourit brièvement. « Non, rien de tout cela. C'est à propos de qui je suis réellement. » Avec des mots mesurés mais sincères, Adrian révéla son histoire. Sa naissance comme fils du roi Édouard et d'Isabelle, le mariage secret qui le convertissait en héritier légitime, son abandon dans les montagnes, les années avec Mathilde et finalement son retour pour revendiquer non seulement son identité, mais aussi pour sauver son père d'un lent empoisonnement. Helena écouta en silence, ses yeux violets s'écarquillant à chaque révélation. Quand Adrian eut terminé, il sortit le médaillon royal de ses vêtements et le lui montra. « C'est le symbole de ma lignée, ce que Mathilde a gardé pendant 30 ans. » Helena toucha le médaillon de doigts, tremblant, traçant le contour de l'aigle couronné, l'emblème de la maison royale. « Votre oncle a essayé de vous tuer quand vous étiez bébé, » murmura-t-elle. « Et maintenant, il empoisonne lentement le roi pour usurper le trône, » confirma Adrian. « Votre oncle est l'homme qui a causé des décennies de souffrance à mes parents, qui m'a volé mon identité et mon destin. » Helena se leva brusquement, lui tournant le dos. Adrian craignit d'avoir commis une erreur en lui confiant la vérité. Irait-elle voir son oncle avec cette information? « Je comprendrai si vous ne voulez plus me voir, » dit-il. « Je sais que je vous demande de choisir entre votre famille et un homme que vous connaissez à peine. » Helena se tourna vers lui, des larmes brillant dans ses yeux sous la lumière lunaire. « Je vous connais mieux que personne, » répondit-elle d'une voix ferme. « Ces semaines avec vous ont été les seules où je me suis sentie vraiment vivante. Et mon oncle n'a jamais été une famille pour moi. Il m'a utilisée comme une pièce dans son jeu de pouvoir depuis la mort de mes parents. » Elle s'approcha d'Adrian et, avec détermination, prit son visage entre ses mains. « Je vous aiderai, » déclara-t-elle. « Non par loyauté envers le roi, ni par justice abstraite, mais parce que je crois en vous. Parce que je vois la bonté dans vos yeux, la même qui m'a captivé dès notre première rencontre. » Adrian, ému par son courage, ne put se contenir davantage. S'inclinant lentement comme pour laisser à Helena le temps de reculer si elle le désirait, il posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut doux au début, comme le battement d'ailes d'un papillon, mais ensuite il s'approfondit avec l'intensité de sentiments longtemps contenus. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux savaient qu'ils avaient scellé un pacte qui allait au-delà des mots. Ce n'était pas seulement une alliance politique contre le duc Rodrigo, c'était une promesse d'un avenir partagé, quel que soit le résultat de la dangereuse mission d'Adrian. « Mon engagement avec le comte de Monteferro sera annoncé officiellement dans 3 jours, » dit Helena. « Cela nous laisse peu de temps. Cette nuit, je verrai le roi pour la première fois, » répondit Adrian. « Si je parviens à commencer à combattre le poison, nous gagnerons un temps précieux. » Ils se levèrent, conscients qu'ils devaient se séparer avant que leur absence prolongée n'éveille les soupçons. « Prudence, » avertit Helena. « Mon oncle n'est pas seulement cruel, il est astucieux. S'il vous soupçonne, je sais, » sentit Adrian. « Mais maintenant j'ai quelque chose de plus pour quoi me battre. Non seulement pour mon droit de naissance, mais pour un avenir avec vous.
D'un dernier baiser, ils scellèrent leur pacte d'amour et de loyauté sous le témoignage silencieux de la lune et des étoiles. En s'éloignant par des chemins séparés, aucun ne remarqua la petite silhouette qui se faufilait parmi les buissons. Martha, la femme de chambre personnelle d'Helena, qui servait d'informatrice au duc Rodrigo. La conspiration et l'amour étaient désormais inextricablement liés, et le temps s'écoulait pour tous les intéressés. Si vous encouragez Adrian et Helena, laissez votre j'aime et un commentaire avec le hashtag Das Amour à Valdevira. Les appartements royaux restaient dans la pénombre, éclairés seulement par quelques bougies. L'odeur de la maladie imprégnait l'air. Un mélange d'herbes médicinales, de sueur fébrile et l'arôme incomparable de la mort approchant. Adrian retint son souffle, tandis que Lorenzo et Isabelle le guidaient par l'antichambre déserte. « Les gardes du duc changeront de poste dans 20 minutes, murmura Lorenzo. Nous devons être rapides. Isabelle ouvrit doucement la porte de la chambre royale. Au centre, sur un immense lit à baldaquin, gisait le roi Édouard de Valdevira. Adrian sentit son cœur s'arrêter un instant. L'homme qu'il avait imaginé pendant des années comme une figure puissante et imposante n'était plus qu'une ombre, maigre, pâle, avec les cheveux blancs éparpillés sur les oreillers. Édouard appela Isabelle avec douceur, s'approchant du lit. « Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » Le roi ouvrit les yeux lentement. Malgré la maladie, il conservait une teinte ambrée identique à celle d'Adrian. Lorsque son regard croisa celui du jeune homme, quelque chose sembla s'éveiller en lui. « Qui ?» Sa voix n'était qu'un murmure rauque. Isabelle prit la main d'Adrian et le rapprocha du lit. « C'est Adrian, notre fils. » Le roi Édouard essaya de se lever, mais une quinte de toux l'obligea à se recoucher. Adrian s'agenouilla à côté du lit, étudiant les symptômes d'un œil clinique, tandis que son cœur luttait avec des émotions contradictoires. « Les médecins disent que c'est une maladie inconnue, » expliqua Isabelle. « Cela a commencé il y a 6 mois par de la fatigue, puis sont venues les douleurs, la fièvre intermittente, et maintenant il peut à peine retenir les aliments. » Adrian reconnut immédiatement les signes. « Arsenic !» murmura-t-il, mélangé à un autre poison plus subtil, probablement un extrait de belladone, une combinaison conçue pour simuler une maladie naturelle et prolongée. « Pouvez-vous faire quelque chose ?» demanda Isabelle, l'espoir illuminant son visage fatigué. Adrian acquiesça, ouvrant sa bourse d'herbe. « J'ai apporté le nécessaire pour commencer un traitement. Cela ne réversera pas les dommages déjà causés. Mais cela peut arrêter la progression et donner au corps le temps de se rétablir. » Pendant qu'il préparait une infusion avec des mains expertes, mélangeant de la racine de curcuma, du chardon-marie et d'autres herbes détoxifiantes, Adrian sentait le regard du roi fixé sur lui. « Vos yeux, » murmura Édouard, « sont les miens. »« Oui, père, » répondit Adrian, le mot « père » sonnant étrange, mais juste sur ses lèvres. « Je suis revenu. » Avec l'aide d'Isabelle, ils relevèrent le roi suffisamment pour qu'il puisse boire le remède. Édouard fit une grimace à cause du goût amer, mais il but docilement. « Comment ?» commença-t-il à demander. Mais Adrian l'interrompit doucement. « Il y aura du temps pour les explications, Majesté. Maintenant, vous devez conserver vos forces. » Pendant que le roi se reposait, Adrian examina les remèdes que les médecins royaux lui avaient administrés. Comme il le soupçonnait, certains contenaient des traces du poison. Maintenant, un apport constant qui affaiblissait le monarque sans le tuer immédiatement. « Ceux-ci doivent être remplacés, » indiqua-t-il, montrant à Isabelle les flacons suspects. « Je préparerai des alternatives qui sembleront identiques, mais qui en réalité contiendront des antidotes. » Lorenzo, qui surveillait la porte, s'approcha avec urgence. « Les gardes reviennent plus tôt que prévu, » avertit-il. « Nous devons partir. » Adrian travailla rapidement, laissant des instructions précises à Isabelle sur la façon d'administrer les remèdes qu'il avait préparés. Avant de partir, il se pencha sur le roi. « Je reviendrai, père. Je le promets. » Le roi Édouard, avec un effort visible, leva une main tremblante et toucha le visage d'Adrian. « Vous lui ressemblez tant quand elle était jeune, » murmura-t-il, regardant Isabelle. « Mais vous avez ma détermination dans le regard. » Il marqua une pause, respirant avec difficulté. « Vous savez que vous n'êtes pas un bâtard » compléta-t-il. «
Oui, je connais le mariage secret. Je suis votre fils légitime. Une larme solitaire roula sur la joue ridée du roi. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir protégé. Cela n'importe plus, répondit Adrian. Ce qui importe, c'est l'avenir. Votre avenir est celui du royaume. Les pas des gardes résonnèrent dans le couloir. Lorenzo pressa Adrian vers une porte cachée derrière une tapisserie. Un passage secret qui les mènerait en sécurité hors des appartements royaux. Avant de disparaître, Adrian regarda une dernière fois ses parents, réunis après tant d'années de séparation forcée. L'amour qu'il vit entre eux, malgré le temps et la souffrance, lui donna une détermination renouvelée. 3 jours plus tard, la nouvelle courut dans le palais. Le roi Édouard avait montré une légère amélioration, refusant pour la première fois en des mois les remèdes des médecins royaux et sollicitant à la place l'attention du jeune herboriste qui travaillait pour le ministre du Commerce. Le duc Rodrigo, en l'apprenant, jeta une coupe de vin contre le mur de ses appartements. « Amenez-moi à ce maudit guérisseur », ordonna-t-il à Victor. Il est temps de savoir vraiment qui est cet Adrian et ce qu'il manigance. Mais Adrian, averti par Helena du danger imminent, avait déjà élaboré son prochain mouvement. Le plateau était dressé, les pièces en place. La partie pour le trône de Valdevira entrait dans sa phase décisive. Êtes-vous au bord de votre siège? Laissez votre gemme pour montrer que vous êtes prêt pour la grande révélation. La salle du Conseil royal bouillonnait d'une tension à peine contenue. Autour de l'énorme table en chêne, 12 nobles, représentant des principales maisons de Valdevira, attendaient l'arrivée du duc Rodrigo. Adrian, convoqué comme conseiller médical du roi, se tenait près d'une colonne, observant les dynamiques de pouvoir qui se déroulaient sous ses yeux. On dit que le roi s'est remarquablement amélioré, commentait le comte Javière, un vieil homme respecté pour sa sagesse et sa loyauté envers la couronne. Miracle de la médecine moderne, répondit avec sarcasme le baron Mendoza, allié connu du duc Rodrigo, bien que personnellement il me semble suspect qu'aucun médecin royal n'ait pu en des mois ce que cet herboriste a réussi en quelques jours. Les regards se tournèrent vers Adrian, certains curieux, d'autres ouvertement hostiles. Il garda une expression sereine, conscient que chaque geste, chaque mot serait analysé et rapporté. Les portes s'ouvrirent soudainement et le duc Rodrigo entra d'un pas ferme, suivi par Victor et 2 gardes personnels. Contrairement aux autres réunions, cette fois son visage ne cachait pas son irritation. « Messieurs, salua-t-il sèchement, je regrette le retard. Des affaires urgentes ont requis mon attention. » Il s'assit au bout de la table, la place traditionnellement réservée au roi ou à son représentant officiel. Adrian remarqua comment certains conseillers échangeaient des regards gênés face à cette appropriation symbolique de l'autorité. « Je comprends que nous avons été convoqués pour discuter de la santé de Sa Majesté, » commença le duc, un sujet qui, étonnamment, a pris un tournant inattendu. Son regard se fixa sur Adrian. Peut-être notre nouveau médecin miraculeux pourra-t-il nous expliquer la nature de ces traitements. Adrian s'avança calmement vers la table. Au cours des dernières nuits, il avait répété ce moment, se préparant à la confrontation inévitable. « Il n'y a pas de miracle, Excellence », répondit-il d'une voix claire. « J'ai simplement identifié que Sa Majesté souffrait des effets d'un empoisonnement progressif, non d'une maladie naturelle comme cela avait été diagnostiqué. » Un murmure de stupeur parcourut la salle. Le duc Rodrigo se tendit visiblement. « Empoisonnement » répliqua-t-il, contrôlant son ton. « Une accusation extrêmement grave. Et qui, selon votre experte opinion, en serait le responsable ? Je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit, répondit Adrian diplomatiquement, seulement pour informer sur la condition médicale du roi. Le poison a été administré à petite dose pendant des mois, probablement mélangé à ses remèdes et aliments. Mon traitement consiste simplement à purger ces toxiques de son système. » Le comte Javière se pencha en avant. « Êtes-vous absolument certain de ce diagnostic, jeune homme ?»« Complètement, monseigneur, » affirma Adrian. « Les symptômes sont indubitables pour quelqu'un formé à reconnaître les empoisonnements. De plus, j'ai conservé des échantillons des remèdes contaminés comme preuve. » Le visage du duc Rodrigo rougit d'une colère à peine contenue. Il était sur le point de répondre lorsque les portes s'ouvrirent à nouveau.
Lorenzo, capitaine de la garde royale, entra escortant un homme d'âge mûr qu'Adrian reconnut immédiatement. Marcos, le serviteur qu'il avait abandonné dans les montagnes 30 ans plus tôt. « Que signifie cette interruption » exigea le duc. « Mes excuses, conseil, répondit Lorenzo, mais cet homme a demandé une audience urgente. Il dit avoir des informations vitales concernant la succession au trône. » Le duc Rodrigo pâlit. « Ce n'est ni le moment ni le lieu pour... » « Au contraire, interrompit le comte Xavier, si cela concerne le trône, nous devons tous écouter. » Marcos avança, tremblant, mais décidé. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Adrian et se remplirent de larmes. « Mon nom est Marcos Linares, commença-t-il. J'ai servi la maison royale pendant 25 ans, et il y a 30 ans, j'ai commis le pire acte de ma vie, sur ordre du duc Rodrigo. » La salle plongea dans un silence complet. Adrian sentit son cœur battre fort, tandis que Marcos racontait la nuit de la tempête, l'ordre d'éliminer le fils nouveau-né du roi, sa décision de simplement l'abandonner dans la montagne. « J'ai cru qu'il mourrait cette nuit-là, » confessa Marcos. « La culpabilité m'a tourmenté pendant 3 décennies, mais quand j'ai vu ce jeune homme au palais, ses yeux inconfondables, j'ai su qu'il avait survécu. » Les conseillers regardaient alternativement Marcos, Adrian et le duc Rodrigo, dont le visage était passé du rouge au blanc. « Mensonge !» hurla finalement le duc, frappant la table. « Cet homme est sénile, il a été acheté. Garde !» Mais lorsque les gardes du duc s'apprêtèrent à arrêter Marcos, ils se retrouvèrent bloqués par des soldats de la garde royale qui étaient entrés silencieusement dans la pièce. « Je crois que nous méritons tous d'écouter l'histoire complète, » dit Lorenzo avec autorité. Pendant l'heure qui suivit, la vérité se déroula devant le conseil. Le mariage secret entre le roi et Isabelle, la naissance d'Adrian comme héritier légitime, la conspiration du duc pour l'éliminer, et, enfin, l'empoisonnement graduel du roi pour prendre le contrôle du royaume. « J'ai des documents qui prouvent le mariage », annonça Lorenzo, déroulant le parchemin qu'Adrian avait vu quelques jours auparavant. Le grand prêtre Anselme a célébré l'union avant que le roi ne soit obligé d'épouser la princesse d'Altamar. Pendant que les conseillers examinaient les documents, les portes s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, ce fut Helena qui entra, le visage pâle, mais résolu. « Je peux confirmer une partie de cette histoire, » déclara-t-elle. « Mon oncle a comploté pendant des années pour prendre le trône. Il m'a utilisé comme un pion dans ses alliances, et je sais personnellement qu'il a ordonné l'empoisonnement du roi. » Le duc Rodrigo regarda sa nièce avec haine. « Traîtresse, ta mère aurait eu honte. Ma mère aurait défendu la vérité, » répondit Helena avec dignité, « comme je le fais maintenant. » La tension dans la salle atteignit son paroxysme lorsque Victor, inopinément, dégaina son épée. Mais au lieu d'attaquer les opposants du duc, il la pointa directement vers la gorge de Rodrigo. « Assez de sang qui a taché mes mains à cause de tes ambitions, » déclara le capitaine. « Plus jamais. » Les alliés du duc, voyant le changement de loyauté, commencèrent à s'éloigner physiquement de lui. Le baron Mendoza fut le premier à se lever. « Je propose l'arrestation immédiate du duc Rodrigo jusqu'à ce que ces graves accusations soient entièrement étudiées, » déclara-t-il avec l'autorité de celui qui sait toujours reconnaître d'où vient le vent. « Je seconde la motion !» ajouta rapidement un autre noble qui, quelques minutes auparavant, défendait le duc. Pendant que Lorenzo et ses hommes escortaient un Rodrigo furieux hors de la salle, Adrian échangea un regard avec Helena. Au milieu du chaos et des révélations, ils avaient réussi l'impossible, exposer la conspiration et changer le cours de la succession. Cependant, tous deux savaient que ce n'était que le début. Le conseil allait maintenant débattre de la légitimité d'Adrian, et tous ne seraient pas disposés à accepter un prince élevé dans les montagnes comme leur futur roi. Le comte Xavier s'approcha d'Adrian, tandis que les autres conseillers discutaient vivement. « Si vous êtes qui vous prétendez être, dit-il à voix basse, vous avez choisi un chemin difficile. Beaucoup auraient préféré que le secret reste enterré. Je ne cherche pas le pouvoir par ambition, comte, répondit Adrian. Seulement la justice et la vérité qui m'ont été niées. Le vieil homme acquiesça pensivement. La preuve définitive sera le roi lui-même. Si Édouard vous reconnaît publiquement comme son fils, peu oseront contester votre droit.
Adrian regarda Helena, qui était maintenant entourée de nobles curieux qui l'interrogeaient sur son oncle. « Il y a quelque chose de plus important que le trône, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le comte. « Ah, l'amour !» sourit le vieil homme, suivant son regard. « Une autre complication à votre situation déjà difficile. La nièce de l'homme qui a essayé de vous tuer, le destin a un étrange sens de l'humour. L'antichambre des appartements royaux était inhabituellement bondée ce matin-là. Nobles, conseillers et hauts serviteurs s'y pressaient, murmurant entre eux, attendant des nouvelles. L'arrestation du duc Rodrigo avait ébranlé les fondations du palais, et les rumeurs d'un éventuel héritier perdu du roi couraient comme un feu de paille. Adrian, vêtu de vêtements plus formels que d'habitude, attendait aux côtés d'Isabelle. Sa mère biologique avait discrètement pris sa main, un geste de soutien qui signifiait plus que les mots ne pouvaient exprimer. « Le roi a demandé une audience privée », annonça Lorenzo, émergeant des appartements royaux. « Seul le prince Adrian, dame Isabelle et le grand prêtre doivent entrer. » Les murmures s'intensifièrent avec l'utilisation du titre de prince. Certains visages montraient de l'indignation, d'autres de la curiosité et quelques-uns de l'espoir. Le grand prêtre Matteo, un homme âgé qui avait succédé à Anselme des années auparavant, s'avança avec une expression solennelle. Adrian et Isabelle le suivirent à l'intérieur de la chambre royale. Le changement chez le roi Édouard était notable. Bien qu'encore fragile, il était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, non plus alité comme quelques jours auparavant. La couleur était partiellement revenue sur ses joues, et ses yeux, identiques à ceux d'Adrian, brillaient d'une clarté renouvelée. « Ma famille », dit-il d'une voix émue, leur tendant les mains. « Ma famille ». Isabelle s'agenouilla près du fauteuil, prenant l'une des mains du roi entre les siennes. Adrian resta debout, submergé par l'intimité du moment. « Édouard, » dit Isabelle doucement, « il est temps que le monde connaisse la vérité. Notre fils est revenu pour réclamer sa place. » Le roi acquiesça, regardant Adrian avec intensité. « Approche, mon fils. Laisse-moi te voir à la lumière du jour. » Adrian s'avança et s'agenouilla de l'autre côté du fauteuil. Le roi étudia son visage avec attention, comme pour en mémoriser chaque détail. « Il a les yeux des Valdevira, » murmura-t-il, « et le menton de sa mère. Mais il y a quelque chose de plus en toi, une force qui ne vient pas de nous, mais de la vie que tu as menée, une vie pour laquelle je vous demande pardon, Majesté. J'ai grandi, aimé et bien soigné par Mathilde, la guérisseuse qui m'a trouvé, » répondit Adrian. « Je n'ai pas besoin de votre pardon, mais de votre reconnaissance, » compléta le roi d'une voix ferme. « C'est moi qui ai failli en ne vous protégeant pas. » Adrian sentit un nœud dans la gorge, tandis que le roi prenait ses mains entre les siennes. « Grand prêtre, » s'adressa Édouard au vieil homme religieux, « confirmez-vous l'authenticité du mariage célébré par votre prédécesseur ? » « Oui, Majesté. Les registres sont irréfutables. Le prince Adrian est votre fils légitime et héritier du trône, » déclara-t-il solennellement. Le roi acquiesça et, avec effort, se leva. Il prit le médaillon royal qui pendait à son cou et le plaça sur celui d'Adrian. « Par ceci, je vous reconnais officiellement comme mon fils et héritier. Que le royaume sache que la maison Valdevira continuera. » La grande salle du trône fourmillait d'attente. Les nobles de tout le royaume s'étaient réunis pour assister au procès du duc Rodrigo et à la reconnaissance officielle du nouvel héritier. Le roi Édouard, visiblement rétabli, bien qu'encore fragile, occupait son trône pour la première fois depuis des mois. Adrian se tenait à sa droite, portant le médaillon royal, tandis qu'Isabelle occupait une place d'honneur. « Rodrigo d'Altamar », proclama l'héros. « Vous êtes accusé de haute trahison, tentative de meurtre et empoisonnement contre la couronne. » L'ex-duc, enchaîné mais toujours altier, cracha son mépris. « Ce bâtard des montagnes ne sera jamais roi de Valdevira. Prenez garde à vos paroles, » avertit le roi. « Vous parlez du prince légitime de ce royaume. » Le procès fut rapide. Les témoignages de Marcos, Victor, Helena et les documents présentés scellèrent le destin de Rodrigo. « Pour vos crimes contre la couronne, je vous condamne à l'exil perpétuel dans les îles du Nord. Partez demain et ne revenez jamais, » sentencia le roi. Pendant qu'ils escortaient Rodrigo, Helena s'approcha d'Adrian. «
Ses yeux montraient à la fois soulagement et tristesse. « Mon oncle paiera enfin pour ses crimes, » murmura-t-elle. « Mais maintenant, tout a changé entre nous. » Adriane prit sa main discrètement. « Rien d'essentiel n'a changé. Je vous aime comme l'homme que vous avez connu dans les jardins, non comme le prince que je dois être maintenant. » 6 mois plus tard, les cloches de tout le royaume sonnèrent à l'unisson. Le roi Édouard avait décidé d'abdiquer, considérant que sa santé et la stabilité du royaume exigeaient du sang neuf sur le trône. Dans la cathédrale royale, Adriane s'agenouilla devant l'autel, tandis que le grand prêtre plaçait la couronne ancestrale sur sa tête. « Par la grâce divine et la volonté du peuple, je vous proclame Adriane, roi de Valdevira », déclara-t-il d'une voix retentissante. Parmi la foule qui applaudissait, Helena brillait, radieuse. Ils avaient annoncé leur fiançailles une semaine auparavant, unissant officiellement leur destin. Le peuple voyait dans cette union un symbole de réconciliation et d'un nouveau départ. Après la cérémonie, tandis que les festivités remplissaient les rues, Adriane s'échappa brièvement dans le jardin où il avait rencontré Helena. Là, il la trouva qui l'attendait. « Regrettez-vous quelque chose ?» demanda-t-elle en souriant. « Seulement d'avoir attendu si longtemps pour vous trouver », répondit-il, la prenant dans ses bras. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, le roi et sa future reine, tandis que le royaume célébrait le début d'une nouvelle ère. 5 ans plus tard, le royaume de Valdevira prospérait sous le règne d'Adriane. Ces réformes avaient apporté la justice sociale, de meilleures conditions pour les paysans et des alliances prospères avec les royaumes voisins. Dans le même jardin où ils s'étaient rencontrés, Adriane et Helena se promenaient avec leurs 2 jeunes enfants. L'aîné, Édouard, âgé de 4 ans, avait les yeux dorés des Valdevira. La petite Mathilde, nommée en hommage à celle qui avait élevé Adriane, courait parmi les fleurs, riant. « Pensez-vous que vous auriez été heureux avec une vie simple dans les montagnes ?» demanda Helena en observant leurs enfants jouer. Adriane sourit, se souvenant de la vieille guérisseuse qui lui avait donné amour et sagesse. Mathilde avait l'habitude de dire que le destin nous mène par des chemins que nous n'imaginons jamais, mais toujours là où nous devons être. Il prit la main d'Helena et regarda le château qui était maintenant leur foyer, le royaume qui était sa responsabilité, la famille qui était son plus grand trésor. « Je suis exactement là où je dois être », répondit-il avec une certitude absolue. Et tandis que le soleil se couchait sur Valdevira, le fils qui fut jadis abandonné dans la neige avait enfin trouvé sa place dans le monde, non seulement comme roi, mais comme homme, mari et père, guidant son peuple vers un avenir prospère et juste. Nous arrivons à la fin de l'incroyable voyage d'Adriane, le prince caché de Valdevira. Quelle a été la partie qui vous a le plus surpris? Pensez-vous que le destin d'Adriane était déjà tracé dès sa naissance? Ou est-ce ses choix et le soutien de personnes comme Mathilde et Helena qui ont façonné son chemin vers le trône? Quel a été le moment le plus marquant pour vous dans cette histoire de révélation et de justice? Dites-nous dans les commentaires. Votre opinion est très importante pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires épiques comme celle-ci, de laisser votre j'aime pour nous soutenir et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec ceux qui, vous le savez, aimeront cette aventure. À la prochaine et que la justice prévale toujours.